qu'à nous mettre d'accord sur une définition, puisqu'il semblerait qu'il y ait autant de définitions qu'il y a de personnes qui traitent le sujet, mais essayer, au travers des différents retours d'expérience qu'on va pouvoir écouter aujourd'hui, de comprendre certains des enjeux ou encore les formes que l'art science peut prendre. Je pense que toutes les personnes ici présentes, on est convaincus que la science fait une partie intégrante de la culture, hein, et que les imaginaires participent de l'innovation. Et dans notre milieu de médiation scientifique, on essaye généralement de se remettre assez souvent en question pour trouver des meilleures méthodes pour sensibiliser les publics aux questions qu'on traite, essayer d'identifier des formats qui sont percutants, pertinents, originaux en fonction des publics qu'on va chercher à sensibiliser. Ce qu'on voit aussi, c'est que les bouleversements sociétaux actuellement font naître de nouvelles formes d'échanges, d'interaction, mais aussi que les changements globaux interpellent certains artistes qui souhaitent participer à l'identification de solutions à nos problèmes actuels et puis à venir. Et donc, justement, aujourd'hui, pour échanger autour de toutes ces questions de croisement artistique, scientifique, on a la chance d'avoir autour de notre table virtuelle trois intervenantes et intervenants. Donc d'abord Anne Lassègue, qui est responsable du service culture de l'Université de Bordeaux sur le campus Sciences Technologies. Anne est en charge de la médiation de la culture scientifique et aussi membre du festival Fax Art Sciences, qu'elle nous présentera un petit peu plus en détail. On accueille aussi Jérémy Galliot, qui est chargé de projet à la Fédération Hiero Limoges, dont l'activité principale est l'organisation de concerts et l'accompagnement de groupes émergents. Il porte différents dispositifs de médiation qui sont au croisement de la musique, du son, de la santé auditive, et il nous détaillera un petit peu plus ses actions durant ce rencard. Et enfin, Patrick Tréguer qui prendra la parole en premier. Patrick qui est responsable du lieu multiple, qui est le pôle de création numérique de l'espace Mendes France à Poitiers, et membre du réseau Trace, la transversale des réseaux Arts et Sciences. Donc, bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce rencard. Je suis ravi qu'on puisse écouter vos retours d'expérience et puis voilà, tout ce que vous faites dans le domaine de l'art science. Simplement, avant de nous lancer, je vais rappeler très brièvement le déroulé. Donc, les intervenants ont chacun 15 minutes de parole. Je vais essayer de jouer mon rôle de maître du temps au mieux. Et ensuite, après les trois prises de parole, on prendra un petit moment pour que vous puissiez réagir en question ou même partager avec tout le monde vos expériences de l'art science. S'il y a des programmes que vous avez montés, vous personnellement, et que vous souhaiteriez partager, si au contraire, vous souhaitez en mettre un en place, mais vous ne savez pas trop par quel bout le prendre. Voilà, si vous avez des a priori sur l'art science, ça serait intéressant de les entendre et puis de discuter, d'utiliser notre intelligence collective pour essayer d'avancer ensemble. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Et puis, nous, on essaiera de les prendre suite aux interventions. Pour prendre la parole, il vous suffira de lever la main dans Zoom. Donc, vous avez le petit bouton réaction. Quand vous cliquez dessus, vous avez levé la main. Donc, Justine verra tout ça et puis on vous distribuera la parole du mieux qu'on peut. Sans transition, Patrick, je te laisse prendre la parole pour que tu nous y dises un petit peu plus si ça te va. Merci Simon, vous m'entendez, c'est bon? Pas de souci? Parfait. Bonjour à tout le monde. Rapidement, avant d'attaquer direct dans le sujet, donc la médiation art et sciences, hein, je précise bien, médiation et art et sciences. Je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as évoqué. Faut-il une définition pour le art et sciences? En ce qui nous concerne, nous, au niveau du lieu multiple et au niveau de l'espace Mendes France, pas de tentative de définition du art et sciences. J'ai presque envie de rajouter surtout pas. C'est quelque chose qui se situe entre la pensée de Lewis Carroll, de Stephen Hawking, de Richard Feynman, de Baudelaire, de Jimi Hendrix et d'Ada Lovelace. J'aurais dû rajouter plus de femmes pour jouer le principe de parité. Mais voilà, je pense que c'est important de ne pas circonscrire ce domaine d'intervention à quelque chose de trop précis, en tout cas, mais on reviendra dessus, hein, ça n'empêche pas la méthodologie et puis un mode de travail, parce que c'est un territoire à la fois dynamique et politique, et qui nous fait aussi s'interroger par répercussion sur le sens et l'utilité de l'art dans notre société, et également s'interroger par voie de conséquence sur ce que peut être l'utilité de l'art et sciences dans notre société, en particulier à notre époque.
C'est également prendre en compte que quand on parle de art et sciences, on a tendance à parler d'art, de technologie, je reviendrai dessus, hein. En ce moment, il suffit d'ouvrir un média pour entendre parler de l'IA, de ChatGPT et compagnie. Donc, les technologies sont un petit peu accompagnatrices de tout ça, et évidemment des sciences, au pluriel, art au pluriel et sciences au pluriel, hein. Peut-être revenir sur la notion que les sciences, pour nos contemporains, ce n'est pas que les sciences dites dures, c'est aussi les sciences humaines. Elles ont leur place et elles sont même indispensables pour trouver un équilibre dans cette démarche art-science. C'est aussi peut-être réfléchir à une stratégie de construction d'une science socialement fiable. Je crois que c'est assez important, ce rapport à la société. Difficile de construire ce type de projet sans prendre en compte cette approche socialement fiable, hein. Ça, c'est Helga Novotny, qui est sociologue et philosophe autrichienne, qui revient là-dessus. Et puis également une remise en culture de la science. Ça, c'est un vieux concept, hein, qui a déjà été abordé par Jean-Marc Lévy-Leblond et Roger Malina. Je pense que cette approche est indispensable de la remise en culture et le rapport culture scientifique et culture, vaste sujet. Une belle controverse, en tout cas, à mettre dans notre panier. C'est également différencier les pratiques, et je prolonge un petit peu art-sciences, art et ingénierie, art et technosciences, et peut-être inclure là-dedans le design. Et je parle de design qui peut être esthétique, mais le design de la pensée également, parce que ça remet pas mal en cause nos façons traditionnelles de penser une problématique ou une thématique. Et puis aller sur les questions de fond qui nous interrogent aussi sur le rapport avec créativité et innovation, entrepreneuriat et emploi, mais en faisant attention de ne pas trop instrumentaliser, trouver le bon dosage d'instrumentalisation. Voilà, en gros, en résumé, pour art et sciences, et en ce qui nous concerne, puisqu'on n'a pas la science infuse, ça serait de jouer sur ces deux représentations et systèmes du monde pour voir si c'est compatible, complémentaire, si c'est de l'ordre de la controverse, du dissensus. Enfin voilà, c'est une sorte de sport, pour reprendre les sports de combat chers à certains philosophes, qui font jouer entre ces tensions constructives qui peuvent exister entre art et science et leur rôle. Voilà pour le préliminaire. Pour le lieu multiple, donc on est un pôle de création inséré dans un CCSTI, donc Centre de culture scientifique, technique et industrielle. Donc, c'est pas inné comme situation, c'est quelque chose qui s'est mis en place dans le temps. Et je reviens là-dessus parce que ça interroge aussi régulièrement sur ce rapport entre culture et culture scientifique. Je pense que ce n'est pas quelque chose de fondamentalement naturel, c'est quelque chose qui doit se travailler, qui est malléable, qui est dynamique et sur lequel on doit s'interroger en tant que professionnel de la culture ou professionnel de la culture scientifique pour pouvoir, en tout cas, pouvoir travailler avec des artistes et aussi avec des scientifiques. C'est également des actions, nous, dans notre façon de travailler, on a 3 niveaux pour faire court, la diffusion artistique traditionnelle et la diffusion art et sciences, l'accueil de résidences de création. Je crois que c'est extrêmement important ce principe de résidence de création. Je pense que Fax enfin, l'Université de Bordeaux va parler du sens de la résidence. Pour nous, c'est un procédé important dans le cadre de la production, pouvoir accueillir des projets art sciences et de les confronter avec la population, avec le public, avec la société. Et dernier point important, c'est la médiation culturelle, avec des acronymes joyeux comme EAC, PREAC, enfin bref, réfléchir sur l'éducation artistique et culturelle et la place du art et sciences dans tout ça, sachant que pour faire le plus synthétique possible, le rôle de l'éducation artistique et culturelle, qu'on pourrait pousser à l'éducation artistique et scientifique, c'est la rencontre avec des œuvres, des lieux, des artistes, des professionnels de l'art et de la culture, et donc on pourrait rajouter des sciences, les pratiques, c'est-à-dire montrer ce que sont ces pratiques, et puis l'élément qui me semble aussi essentiel, c'est le partage des connaissances. Qu'est-ce qu'un artiste apprend en travaillant avec une classe dans une école et la réciproque? Qu'est-ce que les élèves apprennent d'un artiste et qu'est-ce qu'ils apprennent d'un duo artiste et scientifique, sachant que même le mot duo peut être un peu présomptueux parce que parfois on a les deux dans le même cerveau, c'est-à-dire on a de plus en plus d'artistes scientifiques et parfois des scientifiques artistes. Moi, je préfère voir l'aspect artiste scientifique, c'est-à-dire des gens qui ont eux-mêmes des doctorats et des thèses de recherche
sur ces domaines qui vont de l'esthétique, mais parfois sur la génétique ou des choses très scientifiques. Voilà, donc on a cette espèce de schizophrénie artistique et scientifique à l'intérieur du même corps, ce qui donne des rencontres plutôt intéressantes. Également, la réflexion en direction des publics et des territoires. Pour nous, ça c'est un parti pris et lié à une expérience. Il est extrêmement important de réfléchir au public et au territoire. Au niveau de l'espace Mendès France, on a la chance de pouvoir travailler donc avec un directeur scientifique, Pascal Chauchefoin pour ne pas le nommer. Sa particularité, c'est d'être donc un chercheur, enfin un universitaire, mais qui travaille avec des pôles de recherche autour de la géographie et de l'économie. Ça ne paraît pas évident quand on parle de la science, mais par exemple, la géographie et l'analyse des territoires donnent un éclairage extrêmement intéressant pour voir si nos actions peuvent être en adéquation avec ces territoires et par voie de répercussion avec les publics, les multiples publics, voilà, qui sont le questionnement de fond de toutes les pratiques culturelles. Donc, ça implique aussi de travailler sur une forme d'interdisciplinarité, parce que travailler avec des géographes, des économistes, travailler en lien avec la société. On travaille également en lien étroit avec le pôle sciences et société, avec Héloïse Morel. Donc, un travail de réflexion qui nous emmène à nous décaler de nos zones de sécurité et parfois d'aller sur des terres inconnues, terra incognitae, au niveau de la pensée, mais de trouver les méthodologies pour mettre ça en place. Voilà un petit peu pour ce qui est de nos actions et les endroits où on veut les positionner et où on les positionne. Important de préciser que toute notre démarche est liée aussi à un cheminement historique. Pour faire très rapide, je vais citer quelques exemples très concrets sur lesquels on a travaillé. Le premier projet Art Science historique a été un projet de création sonore avec un artiste qui s'appelle Thomas Tilly. Et c'était un projet qu'on devait faire sur Poitiers avec le Confort Moderne, avec Jazz à Poitiers, et donc le lieu multiple d'une résidence sur 1 an. Et le hasard a voulu qu'on a pu ouvrir une station du CNRS un peu particulière, puisque c'est une station de plusieurs milliers de kilomètres carrés qui est située au Nourag, donc au cœur de la Guyane, où vont travailler et chercher les entomologistes. Et donc, on a pu envoyer ce musicien qui utilise des microphones et des haut-parleurs comme système et instrument de création, qui a pu faire une résidence d'1 mois là-bas et qui est revenu après travailler avec tout ce qu'il a enregistré dans la forêt guyanaise. Et la richesse était là. Et ce qui s'est passé qui était intéressant, parce que lui, au départ, il était méfiant en tant qu'artiste du rapport avec un scientifique. Je me rappelle, pour faire très court, il m'avait dit, je ne veux pas me faire manger le cerveau par les scientifiques dans ma démarche artistique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'1 mois, il est revenu avec des scientifiques et il a même continué ce parcours, puisqu'actuellement, il continue à faire ses enregistrements, là, plus en direction des grenouilles ces derniers temps, avec un herpétologue, hein, donc spécialiste des grenouilles. Avec, avec lui, ils ont travaillé en duo sur ce travail de recherche sonore d'un point de vue scientifique et d'un point de vue artistique. Et donc, ça, il continue ce travail depuis 2014. Et pour nous, c'est déjà une preuve que le lien entre artistes et scientifiques peut commencer par du frottement, mais après avoir échangé les points de vue, aboutir à quelque chose d'absolument constructif par la suite. On a un autre exemple qui pour nous était important, ça c'est plus récent, c'est en 2019, on a travaillé plus sur la diffusion avec un projet magnifique mené par Aline Péniteau qui s'appelle La réponse de la baleine à bosse. Aline Péniteau est une compositrice et productrice radiophonique, elle bosse régulièrement avec France Culture. Elle a travaillé avec Olivier Adam, qui est bioacousticien et spécialiste du traitement du signal et spécialiste du chant des baleines à bosse, et une musicienne qui s'appelle Sophie Bernado, qu'on reçoit régulièrement à Poitiers. Et ils ont travaillé à partir du chant des baleines sur une proposition qui est une émission radio performative. Donc, c'est comme une émission de radio, mais avec le scientifique, avec la productrice et avec la musicienne sur ce thème du chant des baleines, où, par exemple, Sophie Bernado a traduit en partition le chant des baleines. Et Sophie étant bassoniste, c'est la tessiture la plus proche du chant des baleines, a travaillé vraiment sur une reproduction du chant des baleines, à tel point qu'ils ont fait les enregistrements, qu'ils ont rejoué au large de la Réunion,
avec des haut-parleurs qui diffusent le son sous l'eau, des haut-parleurs aquaphoniques, pour diffuser ces chants aux baleines. Et il s'est passé un phénomène assez interpellant de baleines qui sont venues vraiment écouter au bord du bateau ces enregistrements au basson du chant d'autres baleines. Voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'on est vraiment à la confluence de la création sonore, de la création musicale, et tout ça étant observé et analysé d'un point de vue scientifique par un bioacousticien du CNRS. Ça, c'est un exemple qui a eu un très gros succès avec le public, hein. C'est très sensible et facile à diffuser au niveau public. Une autre forme de médiation art et sciences, et là je rentre bien dans le domaine de art et sciences, c'est ce qu'on a fait avec notre collègue autour du livre et de la présence dans les bibliothèques. On a fait une journée d'information sur la science se livre en 2022 autour du thème art et sciences. Là, l'objet, c'était de faire connaître à des professionnels des médiathèques, en l'occurrence, il y avait, je sais pas, 70, 80 personnes professionnelles qui bossent dans ces médiathèques, donc des grandes et des beaucoup plus petites, pour faire une sorte d'information. Qu'est-ce que c'est le art et sciences? Donc, évidemment, le matin, une présentation avec des scientifiques, présentation de labos, présentation de travaux de recherche. Et l'après-midi, c'était plus orienté sur les artistes. Donc, nous, on a fait intervenir deux artistes, Marianne Violès, sur un projet qu'on a diffusé autour d'un face-à-face entre deux intelligences artificielles qui représentent d'un côté les écrits de Ada Lovelace et de son père, Lord Byron. Et Ada Lovelace, je l'ai cité tout à l'heure, c'est quand même la base de l'informatique créée par une femme qui était vraiment géniale autour de 1850, hein, pour montrer. Et donc, Marianne a créé une installation qui reprend ça de façon poétique autour d'un dialogue entre le père et la fille et inspiré de toute une base de données, parce qu'elle a travaillé à Oxford pour prendre toutes les bases de données, des textes et des échanges épistolaires entre Ada et Byron. On a eu également Véronique Bellan, donc sur une installation. Voilà, c'est pour montrer concrètement qu'est-ce que peut être le art et science, c'est-à-dire du spectaculaire, des choses qui se jouent sur le plateau, mais également des choses qui sont plus présentes sur des installations et qui peuvent finalement s'installer dans des médiathèques ou des petits lieux. Je reviens donc sur cette notion de diffusion. On a eu également un labo art sciences avec l'école d'été, avec la chaire art sciences de Polytechnique pendant une semaine, où là, on a créé des laboratoires avec une vingtaine d'étudiants et d'artistes, donc des étudiants de l'ENS, École normale sup, de Polytechnique, et des artistes. Et on avait également des gens au niveau national qui se sont inscrits. Donc ça, c'est vraiment une démarche plutôt laboratoire. C'est un peu entre la médiation et l'idée de résidence de création. Actuellement, on travaille aussi sur un autre projet avec Rocio Berenguer, qui est une artiste qu'on aime beaucoup, avec laquelle on est en lien depuis pas mal de temps, sur son prochain projet qui s'appelle The Bad Weeds, donc les mauvaises herbes en bon français. On va travailler avec elle la semaine prochaine, avec l'école de l'ADN, avec une école et un groupe d'étudiants autour du questionnement central. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer comme manière d'être vivant et comme façon d'être au monde? Le travail de Rossio est inspiré par les textes de Gilles Clément et par Éric Lenoir, qui avait fait le petit traité du jardin punk, Apprendre à désapprendre. Voilà, c'est aussi une approche très proche de l'esprit de Rossio. Et puis là, dans les... Ouais, il faudra une petite minute. OK. Et dans les projets qu'on a en cours, on a la semaine du cerveau où on va confronter une metteur en scène qui travaille sur le trou de mémoire avec un neurologue qui s'appelle Foucault Dubois de Guéhenec. Donc, ça sera autour de la semaine du cerveau, une table ronde. Et puis, on a également un beau projet en cours actuellement dans le cadre de l'appel à projet handicap et culture, culture et handicap, avec Taranta Lanera et le Centre régional de psychotraumatologie autour d'ateliers chorales basés sur les tarentelles avec des femmes victimes de traumas liés aux violences sexuelles. Voilà, donc simplement pour vous montrer que, et je pense que les autres intervenants vont montrer la richesse et la palette. Et je finirai juste sur un point très rapidement. Actuellement, il y a une enquête menée par le réseau Trace
dont fait partie l'Université de Bordeaux et l'OHARA également, et qui actuellement fait cette enquête sur le art et sciences. Alors, pas que sur la médiation, sur le art et sciences. C'est une enquête nationale dont les résultats vont être présentés dans les semaines qui viennent et qui, je pense, vont être un bon marqueur pour donner un peu plus précisément une idée du art et sciences et des pratiques au niveau interrégion, et en tout cas pour la Nouvelle-Aquitaine. On attend avec impatience ces résultats. Je sais qu'il y a Nathalie Barghesi qui est présente et qui pourra éventuellement parler un peu plus précisément de cette enquête qui est vraiment importante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. On voit bien que ça foisonne aux lieux multiples, que vous touchez un petit peu à tout, et c'est vraiment super intéressant. Jérémy, on te laisse la parole pour la Fédération Hiero. Ben oui, avec plaisir. Donc, je vais pouvoir présenter un petit peu ce qu'on fait. Nous, la Fédération Hiero, Limoges, alors, je ne sais pas si je vais arriver à partager mon écran. On va tenter le coup. Hop là, donc je veux partager cet écran et possible de vous partager l'audio aussi. Hop, voilà. Là, on devrait être mieux. Tac. Donc, effectivement, la Fédération Hiero, nous, notre boulot, c'est d'organiser des concerts divers et variés. Ça fait 15 ans qu'on travaille, ça fait 25 ans, excusez-moi. Non, vraiment, je vais lancer mon truc, ça marchera mieux après. Excusez-moi pour les quelques minutes de bafouillage, mais je serai plus à l'aise quand j'aurai réglé la technique. Voilà, parce que je pense que vous n'avez guidé qu'une partie de l'écran qui s'affichait. Maintenant, l'écran est en entier et il permettra que là, vous ayez Ouais, c'est parfait. de l'image. Voilà. Donc, effectivement, notre boulot, c'est d'organiser des concerts avec une petite particularité, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux musiques de niche, des musiques peu ou pas médiatisées, sauf quelques exceptions quand même pour porter la programmation d'un trimestre et que les gens y fassent attention. Mais ça veut dire qu'il nous faut promouvoir, il nous faut se placer, nous, et en parler, se placer entre l'artiste, son œuvre et le public. Rapidement, on s'est rendu compte que ça ressemblait pas mal au travail de médiation de culture scientifique, puisque le médiateur, lui aussi, se place entre un scientifique, sa recherche, et le public. Donc, on a trouvé évidemment des points communs. D'autres points communs nous sont arrivés assez naturellement. Il y avait un point fort, en tout cas, nous, pour faire des projets musique et sciences, c'est pour que l'un serve l'autre. Je vais être beaucoup moins romantique que le unique, et sûrement beaucoup plus terre à terre et pragmatique. Mais on s'est rendu compte qu'avec la musique, on avait un objet qui nous permettait de parler plein d'autres choses. Alors, d'abord, on avait un objet très populaire. Chaque terrien écoute en moyenne 18h24 de musique par semaine. Ça veut dire 368 morceaux de 3 minutes par semaine. La musique reste la principale pratique culturelle des 15-25 ans. 84% des Français déclarent écouter de la musique tous les jours. Et l'écoute musicale est asexuée. Je parle de l'écoute musicale. Elle est asexuée. Il y a autant de filles que de garçons qui écoutent de la musique. Donc, on a quelque chose d'assez neutre sur cette question-là qui anime aujourd'hui quand même un petit peu les débats. Et notamment, quand on discutait avec les cultures scientifiques, on nous parlait d'essayer d'appuyer l'attrait des sciences vis-à-vis d'un public féminin ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que facilement, on avait un objet qui pouvait fonctionner là-dessus. On a donc une porte d'entrée efficace pour aborder, en ce qui nous concerne, la physique du son, l'anatomie de l'oreille et ses pathologies, le développement des technologies liées à l'amplification et l'électro-amplification, l'histoire et la socio-histoire au travers des musiques populaires, notamment au XXe siècle. On pourrait aller plus loin sur des choses, notamment sur le cerveau, comment il chope la musique, etc. Donc, du coup, on a vu qu'on avait un constat qui était fait, qu'on pouvait aborder pas mal de choses grâce à la musique, sans pour autant instrumentaliser la musique et que ça ne devienne que secondaire, bien sûr. Et c'est là où on a créé, nous, un dispositif qui s'appelle du son pour l'audition. Donc, suite au constat que je vous ai cité, musique, science et santé, sachant que dans santé, il faut comprendre prévention des risques auditifs. On soumet, nous, nos auditeurs, notre public, les professionnels qui travaillent avec nous à des niveaux sonores soutenus parce qu'on travaille sur les musiques amplifiées, des musiques qui ont besoin de l'amplification dans leur processus de création. Sans amplification, ces musiques n'existeraient pas. Malgré tout,
il faut protéger les oreilles donc, des gens. Et aujourd'hui, ce qui est mis en avant, et notamment, c'est là où on rejoint un enjeu de santé publique, hein, reconnu par le plan national santé-environnement, décliné en Nouvelle-Aquitaine dans le plan régional santé-environnement, c'est l'exposition de l'écoute au casque. A priori, on a des générations des 15-25 qui passent beaucoup plus de temps avec un casque ou des écouteurs sur les oreilles que ne le faisaient leurs aînés, au point que 10% d'entre eux arriveraient sur le marché du travail. Donc, la première visite qui vous amène à un apprentissage ou suite au début d'un boulot, visite médicale professionnelle, 10% d'entre eux souffriraient d'une perte d'audition pathologique. On a un autre enjeu là-dessus. Donc, on a créé ce dispositif qui se décline en plusieurs actions. Il y en a une plutôt emblématique. Il en existe plusieurs sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Il en existe 3. Le premier est porté par la Nef à Angoulême, le deuxième par la compagnie Virus à Périgueux. Le dernier, c'est nous qui le portons, donc du son pour l'audition. L'idée est d'amener des artistes sur scène à réfléchir à toutes ces notions-là, les aider à parler de notions scientifiques, de mesures, etc., pour arriver à porter quelque chose à un public entre 13 et 19 ans, nous allons dire, de la 4e à la terminale, c'est notre public principal. Voilà, et donc pour réaliser ce projet, pour le dire, nous, sur le territoire de diffusion du spectacle, c'est-à-dire le Limousin, sur cette tranche d'âge, on touche par an environ 5% de la population des 13-19 ans. Donc, on est sur une action significative, hein, en termes voilà, puisqu'on est sur une tranche d'âge quand même importante, 5% de la tranche d'âge. Si on arrive jusqu'au bout des 19 ans, il y a quand même des chances pour une partie d'entre eux qu'ils aient pu être touchés par l'action. Et je vous laisse juste rapidement quelques minutes avec le teaser du spectacle du son pour l'audition, hein, qu'on voit sur scène. La corde de la guitare a vibré 440 fois par seconde. Si on fait vite, je le mets sur l'appareil, je le lance, le diamant dans les sillons et c'est parti. À chaque volume sonore correspond une durée maximum d'écoute. Des styles musicaux qui sont un peu en marge, qui sont écoutés par moins de gens. Alors ? Ça vibre. On a d'autres modalités d'action, hein. On a plus autonome une exposition qui s'appelle phonographe.mp3, l'anatomie des musiques actuelles par l'évolution des supports audio. Ça vient d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, avec l'IRMA à l'époque, qui est aujourd'hui le Centre national des musiques, la Bibliothèque de Limoges, la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges et d'autres partenaires avec qui on a travaillé sur des thématiques un peu similaires, mais on aborde aussi des questions d'informatique comme la numérisation d'un son, comment on passe d'un signal analogique à un signal numérique, se rendre compte de la perte de qualité qu'on a sur un fichier écouté sur Internet qui souvent est encodé en MP3 par rapport à un signal analogique d'un vinyle. Toutes ces notions-là, toujours complétées de la socio-histoire des musiques populaires, et évidemment, présentées sous forme d'une expo. Il y en a aujourd'hui 6 en Nouvelle-Aquitaine, des exemplaires qui tournent. C'est un mode de coopération qu'on a. Il y en a donc une à Périgueux, il y en a une à Angoulême, une à Bordeaux, une à Mont-de-Marsan, 2 à Limoges, sur le réseau des bibliothèques, sur des lieux musique actuels, sur différents types de structures. Il y en a 5 qui tournent dans les Hauts-de-France aussi, hein, de ce type d'exposition qui a pu plaire par ailleurs. À force de vulgariser, en tout cas, d'essayer d'apporter des notions scientifiques, le problème de la véridité de ce qu'on allait dire et de vulgariser, des fois, c'est un peu dangereux. On s'en est rendu compte. Heureusement, nous, on a la chance d'avoir un comité scientifique autour de nous qui va corriger tous nos outils, tout ce qu'on va dire,
On a du mécénat en compétences de l'acousticien, ingénieur acousticien Emmanuel Keda qui travaille chez Orphea Acoustique et qui va justement nous aider sur tout ce qui est amplification, électro-amplification, pour pas qu'on dise de bêtises. On s'appuie sur les travaux d'un socio-historien qui a travaillé au CNRS toute sa carrière, qui est Marc Touché, qui a travaillé sur les musiques populaires. Il est à l'origine de l'ouverture du musée des musiques populaires à Montluçon et de la collection d'une partie des collections musique du MUSEM. Et on travaille également avec le chef de service ORL au CHU à Limoges, M. Orcel, qui va corriger sur toutes les parties liées plutôt à l'anatomie de l'oreille, aux questions réellement de sciences liées au corps. Tous ces travaux-là nous ont amenés à aller un petit peu plus loin. On nous demandait aussi d'intervenir en stand, c'est-à-dire, par exemple, une fête de la science. Et là, on a fait un vrai travail avec notre CCSTI local, Récréation, qu'on remercie de nous avoir épaulé sur cette question-là, outil qu'on a créé avec Orphea Acoustique. Donc, vous le voyez, on appelle ça le Sandpark. On a un mini skatepark avec un finger skate qu'on manipule avec les doigts. Et il y a un micro placé sur le skate. Il est relié donc à un ordinateur qui va à la fois jouer le rôle de sampler parce qu'on va déclencher des sons et ces sons pourront être mesurés avec un sonomètre. Donc, on est sur des choses fabriquées vraiment avec un Raspberry et développées sous Linux avec un codeur qui a travaillé pour nous pour cette occasion. L'idée, au cours de ce parcours, d'apprendre 2-3 choses sur le son, de se rendre compte que doubler la puissance sonore ne fera augmenter que de 3 décibels et ainsi d'aborder une échelle logarithmique, qui n'est pas une notion forcément passionnante spontanément pour l'ensemble des jeunes. Donc, on arrive à aborder ce genre de choses et plein d'autres notions. Vous en saurez plus sur cet outil si vous allez évidemment sur le site internet qui les recense, à savoir Ecosciences, puisqu'on a enregistré l'outil sur le site. Un autre type d'intervention qu'on a en stand, et là, c'est un gros travail qu'on a fait pendant 1 an avec l'Institut de recherche et d'enseignement sur les mathématiques de Limoges, l'IREM, avec qui on a bossé sur les cours. Quand elles sont arrivées, la réforme des lycées, et qu'en première, on passait de matières séparées à tout d'un coup un seul cours sur les matières scientifiques, puisque ça a été, tout ça a été relié. L'idée a été de se dire comment on accompagne les enseignants qui devront changer de matière dans certains établissements. Ceux qui faisaient des maths devaient faire de l'informatique pour les enseignements scientifiques, etc. Et surtout, on avait 12 à 15 heures de cours identifiés sur musique et sons porteurs de sciences. Donc là, nous, on s'est éclaté avec un artiste de musique électronique à créer des séquences de cours qui sont appuyées par des vidéos créées par l'artiste qui va, lui, au travers de son synthétiseur analogique, pouvoir recréer, utiliser les notions scientifiques abordées tout au long des 12 heures de cours pour les illustrer en musique. Donc, ça existe pour le niveau scolaire, c'est sur une application qui s'appelle Canoprof et qui permet à tous les enseignants de le reprendre, ce travail qu'on a fait donc, avec l'IREM. Ça nous a, permis de nous confronter à la rigueur scientifique aussi, parce que chaque mot doit être très précis. On n'a pas le droit de parler de goûts musicaux, de notes qui sonneraient mal ensemble, ça ne marche pas. Pour un scientifique, même si ça marche pour un artiste. Donc, on avait le droit de faire dire des choses à un artiste, mais pas à la parole scientifique. Enfin, ça nous a appris aussi à trouver le rôle de chacun là-dedans. Et c'était plutôt intéressant, même si chacun est prêt à déborder de son rôle, mais il y avait quand même une rigueur à respecter. Donc, voilà, cet outil aujourd'hui, en plus on voulait le rendre accessible au public, on l'a mis sous forme d'une borne d'arcade et d'un jeu de cartes façon carte Pokémon. On retire une première carte Pokémon qui va nous poser une grande question. On va avoir des cartes savoir qui vont venir aider. Et puis à la fin, on va avoir un combo qui vous dit, pour en savoir plus, vous faire droite-droite, triangle carré. Et ça va déclencher la vidéo de l'artiste où on le voit intervenir avec son synthétiseur analogique sur cette bande d'arcade qui peut être mis en stand, donc, puisque le jeu peut être autonome ou mieux évidemment animé avec un médiateur, parce qu'on défendra toujours, si possible, l'intervention d'un médiateur. Voilà une forme de notre dispositif du son pour l'audition un petit peu plus adapté au stand. En fait, tout ça, nous, en tout cas, en tant qu'acteurs culturels, et je rejoins sur cette notion d'arrêt-science et de co-construction et d'apprentissage ensemble, à travailler. Excusez-moi, je ne veux pas vous passer la vidéo parce que ce serait un peu long, mais j'aurai pas le temps, mais vous irez voir l'outil et découvrir des vidéos, encore une fois, sur Ecosciences où tous les outils sont recensés. Mais ça nous a, nous, beaucoup amené à travailler avec plein de personnes différentes, de structures différentes. Ça va d'écoles d'ingénieurs, comme là, on peut voir 3IS, jusqu'à effectivement un cabinet d'ingénieurs acoustiques comme Orphea, l'IREM, Récréation, bien évidemment, Cap Science, le monde de la santé, donc des docteurs au sein du
CHU, des professionnels de l'intervention sociale auprès de Polaris qui vont être, eux, porteurs d'un message derrière, à travailler avec le monde de la réparation santé, entre guillemets, puisque Earcare Développement, c'est des gens qui fabriquent des audioprothèses pour des personnes devenues sourdes, par exemple. C'est travailler évidemment avec des lieux de diffusion musique, avec le réseau des bibliothèques et l'ACIM, qui est l'Association nationale des bibliothèques plutôt à tendance musicale, on va dire, des bibliothécaires, discothécaires plutôt, et puis bien évidemment avec l'éducation nationale, hein, ça veut dire aussi hors temps scolaire avec des centres sociaux et évidemment toutes les structures culturelles. Donc développer un certain nombre de partenariats qui nous ont appris à nous mettre aussi, nous, dans une culture de structure plus scientifique que ce qu'on pouvait pratiquer, nous, en tant que musique. Je le rappelle, notre métier, c'est d'organiser des concerts, de faire tourner des artistes aussi. Hein, on a 5 artistes qu'on fait tourner toute la France, voire toute l'Europe. Hein. L'an dernier, ils ont traversé quand même il y a eu 119 dates avec une vingtaine de pays traversés par ces artistes, mais nul n'est prophète en son pays. D'ailleurs, ils sont un petit peu plus connus pour certains à l'étranger qu'autour de nous. Mais voilà, ils se prêtent volontiers, certains d'entre eux, bien sûr, se prêtent volontiers à cet exercice de travailler à la médiation scientifique et artistique avec nous. Donc voilà, une posture beaucoup moins philosophique, hein, beaucoup plus terre à terre. On avait des constats. Le monde de la médiation scientifique en avait aussi, et on a essayé de voir comment ils se rejoignaient et comment arriver à faire projet ensemble, sans pour autant que ni culture ni science ne soient l'un au service de l'autre, mais bien le 1 + 1 = 3 sur ce type de partenariat. Donc, nous, on continue de développer des choses. Hein. Il y a d'autres outils, il y a d'autres interventions, d'autres thématiques. Je parlais du cerveau. Et évidemment, on réfléchit au rôle que peut avoir des goûts musicaux. On a une conférence justement qui indique que non, vous n'aimez pas un peu de tout, hein, et qu'il y a des styles de musique qu'on déteste. Et en psychoacousie, on s'est rendu compte. Et ça, c'est des choses qui nous ont confrontés au quotidien. Et en discutant avec des médecins, ça nous a rassurés de savoir qu'on n'était pas dans le faux. Par exemple, on avait remarqué que quand on faisait une fanfare un vendredi soir et au même niveau sonore du death metal le samedi soir, on avait beaucoup plus de plaintes sur le death metal que sur la fanfare. Pourtant, on était au même niveau d'intensité sonore. Pourquoi ? Parce que les gens détestent le death metal, tout simplement. Et qu'effectivement, entre nos oreilles, il y a un cerveau, tout ça compte. Ça donnait une sensation que la musique était plus forte quand c'était du death metal que de la fanfare. Voilà, ce qui nous a permis de nous interroger sur ces liens aussi entre socio-histoire des musiques populaires et l'aspect légal, hein, avec aussi de nouvelles réglementations qui arrivent, qui vont taper sur les doigts des fréquences basses beaucoup plus que les anciennes réglementations et qui vont appliquer de facto une censure esthétique sur certains styles musicaux qui s'étaient développés avec un écart important entre les basses et les aigus pour mettre en valeur les basses. Si aujourd'hui ils respectent ces niveaux-là, ça veut dire qu'ils vont diffuser les aigus à, je sais pas, 80 décibels en concert, qui est quelque chose de ridicule. Enfin, tout ça a réussi à un moment donné à se lier. On a eu des choses aussi avec la fac de droit, hein, sur des chercheurs en droit qui ont essayé des choses. En tout cas, ce champ-là est énorme. Nous, on y a contribué avec nos quelques projets et on est bien sûr ouvert à toute autre proposition de projet et pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. C'est une présentation super complète. Je suis assez fasciné de voir tous les partenariats que vous avez réussi à monter avec les différentes parties prenantes avec lesquelles vous travaillez. Donc, franchement, bravo. Ça a l'air vraiment très chouette. On finit avec Anne, si tu veux bien. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter 2 exemples arts et sciences. D'abord, le festival FACTS, arts et sciences, et un format aussi de médiation art-sciences-société autour de la forêt expérimentale, le premier Living Lab de l'Université de Bordeaux. Donc, pour vous parler de FACTS, d'abord, c'est un festival qui a été créé par Vanessa Hulpla, qui est chargée de mission culture, arts et sciences à l'Université de Bordeaux. Et elle a porté 3 éditions. On a commencé en 2015. C'était une biennale, donc 2015, 2017, 2019. Et là, enfin, nous avons le feu vert pour entamer une 4e édition qui aura lieu en 2023. Donc, quand Patrick parlait effectivement de définition arts et sciences, qu'il n'y en avait pas vraiment et que c'était finalement assez varié suivant les formats, suivant les projets, les initiatives, sur FACTS, c'était une volonté
plutôt expérimentale, on dirait exploratoire, d'associer des artistes et des chercheurs en résidence dans des laboratoires pour questionner le dialogue art-science-société, questionner le monde qui nous entoure et voir comment une démarche scientifique et une démarche artistique et de créativité pouvaient être confrontées, associées, co-construire pour aller jusqu'à un objet hybride en fait en fin de résidence pour créer une production qui ensuite était programmée au sein du festival Facts. Donc ces résidences, pour être très pratico-pratique, ce sont soit un artiste et un chercheur, soit des collectifs ou un collectif d'artistes et une équipe de recherche, donc plusieurs chercheurs, qui vont donc questionner un objet de recherche sur le changement climatique, sur la pollution des airs, sur voilà, tout un tas de sujets, avec comme médium un art en question, donc art numérique, art plastique ou des arts croisés, théâtre, danse, voilà. Et sur 6 mois, donc, ces résidences sont installées dans les laboratoires. Parfois, il y a des allers-retours aussi entre le laboratoire et l'atelier ou la compagnie d'artistes. Et ils vont travailler, ils vont explorer ensemble jusqu'à donc livrer leur production au sein du festival, qui, le festival, lui, est co-organisé avec les opérateurs culturels du territoire en partenariat, parce que pour instaurer justement ce dialogue art-science-société, il faut aussi sortir des laboratoires, de l'université et aller donner les restitutions hors les murs et se confronter bien sûr au public et pouvoir partager ses connaissances et ses réflexions avec le public. Donc, si vous voulez, peut-être, ce qui était très illustrant, l'after movie de l'édition 2017. Donc, est-ce que mon partage d'écran est opérationnel? Oui. Donc, l'air de marcher. voilà. Donc, je vous partage l'after movie pour vous donner une petite idée de l'édition 2017. PAX, c'est un programme de résidence d'artistes dans les laboratoires de recherche de l'université. C'est un terrain de jeu et d'expérimentation pour les artistes et les chercheurs. Et FACS, c'est le temps de rencontre entre l'art, la science et la société. Parce que la relation art et science nous parle de la société d'aujourd'hui, toutes les créations FACT sont traversées par de grandes questions. Comment j'existe dans la technosphère? Où se situe la frontière entre le réel et le virtuel? Quelle est la place de l'humain dans la société du numérique? Comment interagir de façon créative avec les technologies et avec l'autre? Dans FACT, ce qui fait œuvre, c'est la recherche. Tu es en mouvement, attiré par l'extrême. Chaque fois que je participe à des projets art et sciences, je retourne dans le labo avec une vision différente. Ce que je retire à chaque fois, c'est une nouvelle façon de penser. Je suis pas dans un jeu, Anne. C'est la guerre. Dis-moi que tu essaies de cacher ta panique tant bien que mal, mais là, à cet instant précis du parcours, tout est sur le point d'éclater.
Donc voilà, donc pour rebondir donc, sur l'after movie que vous avez vu, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas, voilà, c'est vraiment une co-construction avec un travail de recherche ce n'est pas un artiste qui va aller chercher une technologie dans un laboratoire ou un chercheur qui va aller chercher précisément un artiste pour éclairer tel ou tel aspect très précis qu'il aurait en tête pour un projet de recherche. C'est vraiment un travail collectif de co-construction et pas juste voilà, aller chercher un outil ou une technologie. Et ce qui est intéressant aussi dans le FACT, c'est que on élargit aussi le prisme et les approches croisées avec les sciences humaines et sociales. On ne reste pas sur les sciences dures et sur les technologies, on va au-delà. Et moi, je trouve que du coup, dans cette mouvance science avec et pour la société là, qui est en train de grandir et qui est beaucoup portée par les universités, je trouve que l'objet art et sciences était déjà un peu à l'avant-garde de ça dans la médiation, pour questionner le monde, diffuser les savoirs et partager les connaissances avec le grand public grâce à ces résidences à artistes-chercheurs. Donc, juste pour des petites infos pratiques, pour le réseau, si vous avez envie d'avoir des infos très précises, une résidence art et sciences, à peu près, c'était 12 000 € d'accompagnement sur 6 mois. Puis un investissement un peu plus lourd ensuite au niveau de la restitution avec les opérateurs culturels pour le spectacle ou la performance livrée lors du festival. Ça a représenté à peu près une 52 résidences avec 133 chercheurs concernés, plus de 50 artistes, et ça a touché à peu près 15 900 personnes en termes de public. Donc, c'est quelque chose qui grandit, c'est aussi des formats qu'on voit de plus en plus dans tout un tas de structures, mais c'est vrai qu'au niveau de l'université, c'était une démarche qui existait depuis assez longtemps et qui fonctionne de mieux en mieux, et notamment aussi qui va être développée dans des contenus d'enseignement et dans lesquels aussi on pourra inclure aussi de plus en plus les étudiants dans ces démarches exploratoires auprès des chercheurs et des artistes. Voilà. Et alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je peux vous parler du deuxième exemple autour de la forêt expérimentale. Encore 5 bonnes minutes. Bon, voilà. Donc là, c'est un autre exemple de médiation art et sciences. On est parti plus, alors la forêt expérimentale d'abord, je vous explique, c'est le premier Living Lab de l'Université de Bordeaux. Un Living Lab, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert qui est vraiment sur le terrain et qui va mélanger tout un tas d'acteurs, pas que des chercheurs, mais également des associations, des métiers plus techniques, des scolaires, des élus, voilà. Et donc, la forêt expérimentale, c'est un projet de recherche sur 10 ans qui va étudier la résilience des forêts urbaines face au changement climatique. Donc, sur 10 ans, on accompagne ce projet et on a souhaité orienter la médiation, expliquer les travaux de recherche, les enjeux du changement climatique en ville grâce à des commandes que l'on a fait auprès d'artistes qui nous servent de médiateurs et de support à la diffusion de la connaissance. Donc,
On a réalisé des productions. Donc, les chercheurs observent la forêt et les artistes observent les chercheurs pour expliquer leur démarche, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, à quoi ça sert. Donc, on a produit tout d'abord des chroniques, des podcasts qui s'appellent Chroniques de la forêt expérimentale sur les 4 saisons de l'année pour être immergé vraiment auprès de l'équipe du Living Lab et être à leur côté au quotidien pour être vraiment immergé comme si on était avec eux dans leur travail, dans leur quotidien, tout en expliquant toutes les notions de recherche, ce qu'ils sont en train de faire, les observations, pourquoi ces capteurs, pourquoi ces mesures, les fluctuations suivant les saisons, etc., etc., dans un contexte donc très créatif, avec des supports musicaux, un travail de récit avec une journaliste. La création d'un compte Instagram qui va venir aussi alimenter la vie de ce Living Lab par à la fois des contenus de médiation scientifique sur voilà, des concepts tels que le stress hydrique, tels que le travail aussi de flux, de contrôle de flux de sève, etc., mais aussi des illustrations grâce à des documents anciens de la BNF ou des bibliothèques universitaires, grâce aussi à des récits littéraires sous forme de cartes postales qui ont été commandées à une auteure, des capsules vidéo également qui ont été aussi commandées à un artiste vidéaste qui va également aussi narrer l'histoire du Living Lab, le quotidien via des capsules qui permettent d'observer les chercheurs dans leur milieu naturel et voir ce qui se passe dans ce Living Lab. Voilà, et donc c'est une autre manière de faire de la médiation plus sensible, on va dire, plus liée à un univers artistique, à des émotions et à une forme de narration, on pourrait dire ça comme ça, et rendre accessible aussi voilà, des travaux de recherche qui peuvent aussi parfois être très rébarbatifs parce que ces observations, elles sont au long cours sur 10 ans au fil des saisons, donc il y a des choses très redondantes et routinières, mais il y a aussi voilà, des temps forts sur des projets qui vont grandir, monter en puissance avec la création d'un canopy walk qui va permettre d'étudier aussi les arbres du point de vue de la cime, prendre de la hauteur. Donc voilà, c'était vraiment le choix d'immerger, de partager les connaissances avec le grand public grâce à la création artistique. Donc là, on n'est pas dans la co-construction, la résidence art et sciences comme j'ai pu le citer pour Facts, mais on est voilà, dans un autre format où on est vraiment plus sur de la commande et comment l'artiste voit, observe et accompagne la recherche, le quotidien de la recherche. C'est un petit peu différent. Et c'est tout nouveau, là, on s'est lancé là-dedans et on espère pouvoir le faire sur d'autres Living Labs de l'université pour pouvoir eh bien, partager ces connaissances avec le grand public et puis instaurer ce dialogue art-sciences-société qui prend de l'ampleur au niveau de l'université et qui nous amène aussi à créer des tiers-lieux et à travailler aussi avec tout un tas d'autres acteurs de la société civile, pas que de la recherche, pas que de l'enseignement. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à notre objectif de partager les enjeux de la recherche et la médiation scientifique au plus large public. Merci beaucoup, Anne. Merci à nos 3 intervenants pour ces prises de parole. On passe aux questions, aux remarques. Je vois côté récréation s'il y a une main levée. Eh bien, vas-y, Céline, je te laisse commencer. On ne t'entend pas, Céline. J'ai l'impression qu'il y a un problème de réseau de ton côté. Oui, c'est pas possible. Je vais couper. Est-ce que là, vous m'entendez mieux par hasard? Ouais, c'est un peu mieux. La vidéo. Merci en tout cas pour ces questions. Vous présentez des volets assez différents. Et il est difficile d'avoir du concept art. Et on t'entend assez mal.
Je suis désolé. Est-ce que Quelqu'un d'autre? tu peux écrire ta question dans le chat? Attendant. Et on la prendra juste pendant que tu fais ça et en attendant qu'il y ait d'autres questions. J'ai une petite remarque question aussi. Voilà, dans vos interventions, donc j'ai bien relevé les interactions entre le monde de la recherche, les artistes, etc. Quelle place est faite aux médiateurs scientifiques dans les actions art sciences que vous menez? Est-ce qu'il y a des médiateurs scientifiques qui sont impliqués ou non? Est-ce que vous pensez que en fait, finalement, il n'y a pas besoin de cet intermédiaire puisque le chercheur ou la chercheuse, l'artiste prennent le temps vraiment de collaborer? Voilà. Quelle est vraiment la place des médiateurs dans cette démarche-là, d'après vous? Je me permets, pour notre cas, nous, ce qu'on a estimé, c'était un peu notre point de vue dès le départ, les médiateurs culturels sont capables, a priori, de faire un lien entre un public et quelque chose d'un peu expérimental qui est soit une recherche musicale, soit une recherche scientifique. Donc, moi qui suis en charge de médiation culturelle, c'est un petit peu moi qui me fais le médiateur dans le cadre de ces actions. Mais comme je vous le disais, ces actions, elles sont partagées aujourd'hui. Un outil comme le son de parc, le mini skatepark que je vous ai montré tout à l'heure, il peut être animé autant par récréation, puisqu'une personne est formée pour l'animer, que par un médiateur culturel de la Fédération Hero. Aujourd'hui, la force, c'est justement de se dire si on a créé une culture commune, peu importe si le médiateur est culturel ou s'il est scientifique, les deux arrivent à porter ces actions-là. En tout cas, voici comment nous, on a traité cette question-là de notre côté. Ok, merci. Anne, je veux bien ton point de vue aussi, s'il te plaît. Oui. Oui, il y a un gros travail de médiation, autant pour Facts, où on avait on était une équipe déjà, avec bien sûr chacun un volet médiation autour des résidences, accompagnement de résidence, et pour le festival. Et pendant le festival, oui, il y avait une équipe de médiateurs qu'on avait formée, qui s'était immergée aussi dans les différentes résidences menées et qui était là pour informer le public, répondre aux questions, travailler avec nous sur les bords de scène lorsqu'il y avait des spectacles, accueillir les scolaires. Il y avait aussi beaucoup de scolaires qui sont venus aussi en visite sur les différents événements. Donc oui, moi j'ai envie de dire que les équipes de médiation, c'est très important, c'est même primordial. Et pour la forêt expérimentale, c'est pareil. Moi, je travaille avec une équipe, je ne suis pas seule, et je travaille avec des étudiants en médiation des sciences sur les projets, sur la manière dont on rédige, comment on retranscrit aussi les propos des chercheurs qui peuvent être aussi très techniques. Donc, on a besoin aussi de retravailler l'écriture, la manière de transmettre grâce à des médiateurs dont c'est le métier pour pouvoir partager aussi les connaissances et ne pas aussi lasser, ne pas lasser ou ne pas effrayer aussi le public ou voilà, ne pas rater la cible aussi de transmission et de partage des connaissances. C'est très important de s'accompagner de professionnels de la médiation. Oui, bien sûr. Alors, au sein des résidences, par exemple, que vous avez, que ce soit au lieu multiple ou même dans le cadre de Facts, puisque si j'ai bien compris, Anne, les médiateurs que vous recrutez à l'Université de Bordeaux, c'est aussi pour le lien avec le public, mais c'est après la création, c'est pendant la présentation. Mais est-ce que dans le travail en fait, d'échange, d'interaction entre le monde de la recherche et les artistes, est-ce que voilà, il y a des médiateurs aussi qui sont présents durant les résidences, pardon? Pendant les résidences, ça va être nous, c'est notre métier en tant que voilà, équipe culture, et puis d'accompagner chaque résidence et d'être effectivement le médiateur, le lien entre les chercheurs et les artistes, le lien entre aussi les opérateurs culturels et ces binômes, parce qu'il y a eu aussi des possibilités d'ateliers ou de sorties de résidence à mi-parcours dans des lieux culturels. Donc oui, enfin, ça c'est un gros travail d'accompagnement qui est fait par les équipes du festival. Ok, Je merci. pense que je voudrais intervenir là-dessus parce que c'est important et je pense que c'est une question centrale qui a déjà été évoquée lors de nos préparations. Je pense qu'il y a cet aspect formation. Alors, est-ce que tous les médiateurs de culture scientifique, médiateurs et médiatrices de culture scientifique sont formés? Je pense qu'il y a une part de formation, on va dire plutôt institutionnelle, mais surtout un travail de terrain.
Et je pense que dans le rapport art et sciences, par exemple, souvent, c'est lié à l'appétence et le rapport que des animateurs ou animatrices scientifiques peuvent avoir avec la chose culturelle et artistique. Quand je parle du rapport culture scientifique et culture, ce matin, j'étais encore avec le service culturel de la ville de Poitiers. Quand on parle de ça, je pense que c'est un élément central. C'est-à-dire qu'un un animateur de culture scientifique peut tout à fait aller vers la médiation art et sciences, mais d'abord, il ne faut pas qu'il y ait un principe d'injonction, il faut que ça soit cette appétence et cette envie d'aller vers un terrain qui sort un petit peu des critères habituels de la culture scientifique. Voilà, et c'est ça qui est l'aspect intéressant, c'est de pouvoir faire bouger un peu les choses, de faire évoluer les choses et d'ouvrir des territoires. Après, nous, concrètement, par exemple, on travaille tout autant avec des animateurs scientifiques qu'avec l'école de l'ADN, avec le secteur sciences et société. Voilà, c'est en fonction aussi des opportunités, des disponibilités, de choses très concrètes, parce que la disponibilité est aussi importante, mais fondamentalement, le moteur essentiel est celui de l'appétence et de l'envie d'aller vers. Ok, merci beaucoup. Avant juste de prendre la question de Françoise, on va prendre celle de Céline qui l'a marqué dans le chat. Donc, c'est pour Patrick. Quel est le temps moyen d'un projet art science au lieu multiple de sa conception à sa diffusion? Alors, est-ce qu'on prend la valeur moyenne ou les deux extrêmes? La valeur moyenne, je pense qu'un projet art science, c'est minimum 1 an. Au-dessous d'1 an, si on se place du côté du collectif, ça peut être beaucoup plus long. Certains projets peuvent être sur 3 ans, 4 ans, voire plus. Nous, au niveau du lieu multiple, de façon très concrète, quand on fait des résidences, c'est des cycles de 10 jours à 1 semaine. Voilà, c'est très court, mais c'est lié également aux moyens économiques, mais c'est lié aussi aux possibilités de disponibilité des salles, des équipes et tutti quanti. Voilà, on n'a pas abordé cette question de la manière très concrète de la production art et sciences. Enfin, Anne a un peu évoqué, et c'est bien de parler budget. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important pour concrètement voir la mise en place des projets. C'est très complexe, c'est subtil, parce que il y a autant de cas qu'il y a de projets de production. Il n'y a pas un projet stéréotypé. Chaque cas est un cas. Voilà. Et donc, c'est très bien quand les troupes artistiques en lien avec les laboratoires peuvent disposer de moyens, les moyens étant financiers, humains et logistiques. Merci pour ta réponse, Patrick. Françoise? Je ne peux malheureusement pas faire cela. Je reprends parce qu'apparemment, vous n'avez pas entendu. Je ne sais pas. En fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis d'accord tout à fait sur le côté de l'appétence. Et c'est le sujet que je voulais aborder, c'était le côté financier. Et pas que financier, mais aussi proximité avec les laboratoires et avec les chercheurs pour ce qui est de la réalisation de ces résidences, etc., de ces gros projets. Donc, en fait, il y a aussi un autre axe qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, qui est la reprogrammation d'outils art et sciences qui peuvent itinérer et qui peuvent être mobilisés parfois. Alors, c'est toujours un peu cher parce que souvent, il y a des artistes justement qu'il faut payer, mais n'empêche que c'est peut-être plus abordable pour beaucoup de gens du réseau sur les territoires que ces gros projets magnifiques qui aboutissent effectivement à des réalisations, mais qui ne sont pas forcément remobilisables par tous les acteurs. Donc, il y a tout un aspect, il faudrait presque en faire un… Bon, normalement, c'est dans ceux qui sont reprogrammables, ils sont dans Ecosciences, dans les ressources sur la plateforme Ecosciences. Mais c'est important de ne pas faire peur forcément en disant, mais on n'a pas forcément la capacité, quand on est une asso du territoire, à mettre en place ce type de projet qui viennent d'être décrits, même s'ils sont importants. Voilà, c'était juste, je voulais dire qu'il y a d'autres aspects art et sciences plus modestes qui sont exploitables.
Ouais. Je rebondis très vite là-dessus parce que je crois que c'est important. On était sur le sujet médiation et arts et sciences. C'était le sujet de ce rencard. Et ce qui vient d'être soulevé, qui est un sujet évidemment important, est plus de l'ordre de la production et diffusion. Et c'est là qu'on voit que tout est intimement lié. Mais je pense que la médiation étant un sujet déjà complexe, on le voit bien, et en tout cas très fourni, les questions de production et de diffusion restent essentielles, mais je pense qu'il faudrait faire un autre encart plus spécifiquement là-dessus. Ça marche. Anne, Jérémy, si vous voulez réagir aussi aux différentes remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Justine, est-ce que tu as une question? Oui, une question, une remarque qui relève peut-être plus de la diffusion, comme le soulignait Patrick, mais qui est étroitement liée à la médiation, puisqu'en fait, il faut diffuser des œuvres aussi pour pouvoir créer des actions de médiation. C'était par rapport aux compétences nécessaires dans l'ingénierie des projets, qui est très spécifique et qui nécessite des connaissances peut-être réglementaires ou pour accueillir des artistes. Comment on accueille des artistes, comment on les rémunère, comment on fait des déclarations de droits d'auteur. Parce que dans l'art science, je pense que la difficulté, c'est aussi tout cet aspect-là, un peu technique, notamment pour des associations qui sont plus, ou des structures qui sont plus sur de la culture scientifique pure. Je me permets peut-être éventuellement, et puis je pourrais même retourner la question. Moi, structure culturelle, comment je fais pour embaucher un chercheur? En général, je passe par l'université et je rédige une convention. J'invite donc les projets art sciences, quand ils émanent de structures plutôt scientifiques, on va dire, à plutôt passer par une compagnie, un tourneur, un agent auprès de l'artiste qui permettra quand même de mieux encadrer tout ça, hein, et de pouvoir fonctionner chacun avec ses champs de compétences et puis sa culture propre, sa culture administrative aussi qui est le propre. Enfin, moi, je ne me verrais pas embaucher en direct un enseignant-chercheur au sein de la Fédération Hiero pour un projet art sciences. Je pense que je passerai par un partenariat avec une université, avec un laboratoire ou ce genre de choses. J'aurais du mal à m'imaginer pouvoir rédiger les contrats et comment ça se passerait au niveau, je ne sais pas, de droit de propriété intellectuelle pour un travail de recherche. J'en sais rien. Je ne connais pas ce monde-là. Par contre, sur la musique, je le connais. Et donc, du coup, je pense qu'il peut être intéressant de s'appuyer sur une structure musique, une structure théâtre. Les artistes, en général, ont un petit peu d'encadrement autour d'eux. Et voilà, je pense que ça peut être un élément de réponse plutôt que s'inventer effectivement entrepreneur de spectacle. Merci, Jérémy. Anne, est-ce que tu voulais réagir pour le cadre juridique à l'université, c'est différent. En fait, on est accompagné par un service juridique qui va mettre en place toutes les conventions au sein des laboratoires. Il est arrivé aussi qu'il y ait des brevets qui soient déposés pendant une résidence arts et sciences. Donc, il y a tout un contexte de propriété intellectuelle lié à la recherche, mais qui est très cadré chez nous. Donc, effectivement, pour les associations, je ne pourrais pas vraiment illustrer, enfin, vous conseiller, puisque nous, c'est quand même extrêmement bordé avec des services en charge de ces questions. Mais disons que c'est laborieux. Même au bout de 3 éditions de festival, ça reste quand même assez lourd, ces histoires de conventions et d'encadrement juridique, parce que chaque cas, même si on a des outils et des exemples des modèles de convention, chaque cas est quand même souvent très spécifique et nécessite des avenants ou des aménagements, etc., etc. Donc, sur ça, il faut être assez patient si on veut se lancer dans ce genre d'entreprise. Et je rajouterais que si vous voulez le faire seul, sachez qu'il y a des structures dont le métier est d'accompagner les porteurs de projets. Je parle bien que le projet soit culturel. Donc, si vous n'êtes jamais, effectivement, vous tombez sur des artistes qui n'ont pas d'entourage, qui vous disent « Oh là là, moi, il faut passer pour du cachet d'intermittent, je ne sais pas, puis il faut régler les droits d'auteur ou quoi ». Il y a des dispositifs, vous parliez d'associations, à mon avis, il y a un dispositif qui s'appelle Guidasso, par exemple, qui est là pour aider les associations dans leur démarche. Il se trouve que dans ce réseau Guidasso qui existe au niveau de toute la Nouvelle-Aquitaine, il y a des experts culture qui vont vous répondre, à ces questions-là, hein, sur ce type de questions, sur ce type d'accompagnement aux porteurs de projets associatifs, en tout cas. Vous trouverez des réponses dans l'aide habituelle aux associations menées et animées par les services préfectoraux de la vie associative.
Et je rajouterais même, il y a les syndicats d'artistes. Nous, on a la chance d'avoir la CGT Spectacle pas trop loin, qui peut être de conseil, en tout cas sur la partie artistique, et de très bons conseils pour les problèmes les plus épineux, parce que je suis bien d'accord sur le côté fastidieux de la mise en place. Du côté artistique, c'est cadré. Il y a l'aspect contractuel et l'aspect juridique qui est quand même assez encadré pour les artistes et les techniciens. Et effectivement, du côté scientifique, c'est toujours un petit peu plus délicat. Et c'est dans les conventions, je pense que la convention, par exemple, pour une résidence, où doivent être stipulés l'ensemble des acteurs, des objectifs et des cadres d'intervention pour être sûr qu'à la fin, ce qui est produit puisse être diffusable. Pour éviter, c'est déjà arrivé, des procès dans le art science, il y en a eu déjà quelques exemples retentissants, parce que tout ça n'avait pas été cadré par un contrat sur une approche contractuelle ou une convention, en tout cas vérifiée par des services juridiques ou des gens compétents, parce que là, ça peut bloquer le projet en cours de diffusion, ce qui est quand même dommage. Merci beaucoup pour vos interventions. Il est déjà 15h12, donc on va devoir s'arrêter là. Mais voilà, merci pour vos prises de parole hyper intéressantes. Anne, on diffusera les dates de Facts dès que tout sera calé de côté Université de Bordeaux pour les personnes que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous communiquer directement des infos que vous souhaiteriez qu'on fasse passer. Jérémy a pas mal parlé d'éco-sciences aussi, mais qui reste une plateforme sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour diffuser vos actions. Et nous, derrière, on pourra aussi relayer. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous en servir pour vous tenir informé de tout ça. Si vous le voulez bien, Anne, Jérémy, Patrick, on pourra peut-être envoyer vos adresses mail aux personnes qui étaient présentes, si jamais il y a des petites questions complémentaires éventuellement. Ce serait très, très sympa de votre part, voilà, de pouvoir prendre un tout petit moment pour répondre aux questions qui resteraient en suspens suite à ce rencard. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à vous tous et tous aussi qui avez pris part à ce rencard. Je vous souhaite un excellent après-midi. Et on se retrouve dans 2 mois. On vous enverra l'info dans 2 mois pour un prochain rencard. Voilà, donc, consultez vos mails et éco-sciences régulièrement. On vous enverra toutes les infos très, très bientôt. Merci beaucoup et puis bon après-midi. À bientôt.